Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Wildfire Game Dev FR, je m'appelle Nathan et aujourd'hui on continue notre découverte d'Unity. Pour cet épisode, nous allons voir comment mettre en pratique les différentes interactions que nous avons vues sur les deux épisodes précédents, c'est-à-dire les interactions grâce au Collider Trigger et les interactions grâce au Recast. Vous allez voir que on peut faire beaucoup de choses avec ces deux types d'interactions et que certaines sont plus efficaces que d'autres dans certaines circonstances. Pour commencer, nous allons voir comment téléporter le joueur avec les triggers. On avait vu sur un des épisodes précédents que nous pouvions téléporter en fait un objet quand on traverse un trigger. Nous l'avions vu avec ici le player trigger qui nous pose une target à une position en particulier. Si certains d'entre vous ont testé, vous avez dû remarquer qu'on ne peut pas simplement mettre le joueur dans la target pour espérer qu'il soit téléporté à cette position. On va ouvrir le script. Pour ouvrir le script directement depuis un component, vous pouvez faire clic droit sur le component et sélectionner Edit Script. Ça vous ouvrira directement votre script. On peut voir que sur Player Trigger, on récupère la target.position, on lui set sa position. Mais ça fonctionne pour tous les objets qui ne sont pas en déplacement. Dans notre cas, si nous retournons notre player controller, quand le joueur se déplace, il le fait directement d'un handle mouvement ici qui est en update. Et à chaque fois que l'on va essayer de modifier la valeur de par target.position est égal à target.position, ici dans l'onTriggerHunter de PlayerTrigger, on va en fait override, réécrire à chaque frame dans Player Controller la position aussi. Et cette position est envoyée au contrôleur qui va bouger du coup tout le caractère selon une vélocité qu'on lui a donnée. Donc la vélocité, c'est une vitesse sur une direction. Et ça, en fait, ça vient complètement casser le changement de position brut que l'on peut faire dans le player trigger. Mais heureusement, nous avons quand même une possibilité pour déplacer, téléporter vraiment le joueur quand il est bougé par un caractère contrôleur. Et c'est ce que nous allons voir ensemble tout de suite. Tout d'abord, il faut mettre en place une première méthode dans notre player controller. On va pour cela se placer au-dessus du wake ici et nous allons créer une méthode publique parce qu'on veut pouvoir appeler cette méthode depuis une autre classe. Donc public void parce qu'elle va rien nous retourner comme information et on l'appelle teleport player. On lui donne en paramètre un vecteur 3, donc c'est un vecteur x, y, z qui va nous servir à stocker la position cible de la téléportation. Alors, pour téléporter le joueur, on va faire trois choses. La première, c'est ce qu'on a vu sur le script Player Trigger. On récupère le transform du joueur, puisque nous sommes dans Player Controller, donc quand nous appelons le transform, c'est bien le component transform du GameObject sur lequel le script Player Controller est accroché. On récupère sa position, donc on fait point position, et on lui donne la nouvelle position. Alors, jusque-là, c'est la même chose que ce qu'on fait dans Player Trigger. C'est normal. On va aussi changer la vélocité du joueur. Pour cela, on récupère notre méthode velocity ici et on fait égal pour lui assigner donc la valeur et on va lui donner la valeur de vector3.0. Voilà. Ça revient en fait à lui donner 0,0,0. Voilà. Ça c'est on peut l'écrire vector3.0. Voilà. Donc là déjà, ça va annuler la vélocité du joueur. À la prochaine boucle d'update, dès qu'on aura appelé teleport player, à la prochaine boucle d'update, dans handle mouvement, nous allons du coup avoir une vélocité de 0 sur lequel bien sûr on va simplement appliquer la gravité. Mais ça nous évite, par exemple, si le joueur est en pleine chute au moment où il est téléporté, de conserver une certaine vélocité négative et qui passe à travers la map instantanément parce qu'il tomberait trop vite ou en tout cas trop fort pour que le moteur physique puisse calculer correctement la collision. Donc on élimine la vélocité restante après la téléportation, ou avant, ça fonctionne aussi. Voilà, on élimine la vélocité, comme ça on est sûr que le joueur ne va pas se retrouver à continuer de bouger dans une direction et pourrait rentrer en collision avec du décor, avec l'environnement, être bloqué ou carrément passer au-delà du décor. Voilà, donc ça,
c'est pour le téléporter. Mais, je rappelle, on a toujours ce problème avec le character controller qui va venir override, qui va venir remplacer la valeur que nous lui donnons ici, parce qu'on appelle move à chaque update ici. Pour éviter que move soit appelé à chaque update, on va tout simplement appeler notre contrôleur ici. Voilà, donc on a notre méthode caractère, variable caractère contrôleur. On appelle donc contrôleur point, et là nous allons choisir la variable enabled. Enabled qui est donc, comme on peut voir ici, un booléen et qui permet de définir si il est enable ou disabled. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Un game object, tous les components en fait, tous les components disponibles sur un game object ont une variable qui s'appelle enable qui permet de dire si il est oui ou non actif. Si enable est à false, Unity considère le component comme désactivé et donc il n'appellera pas awake, start, update, onDestroy. Il n'appellera aucun des événements du cycle de vie d'Unity. C'est littéralement la même chose que cette case-là que vous avez ici qu'on coche. Cette case-là, si je la coche, la variable enable de player trigger passe à false, enfin si je la décoche, si je la coche, elle passe à true. C'est littéralement cette case à cocher ici qui est dispo donc sur la quasi-totalité des components d'Unity, sauf certains, comme par exemple le mesh filter ici, qui ne peut pas être disabled parce que ça ne rentre pas dans ses fonctions, on va dire. Tous peuvent être désactivés. Et si par exemple, je prends ici ce cube et que je désactive Mesh Renderer, vous voyez que du coup son mesh n'est plus rendu à l'image. On ne voit plus son mesh. Voilà, le component n'est plus appelé, il est ignoré par Unity. Et donc on va désactiver notre contrôleur ici, faire notre téléportation, remettre la vélocité à 0, et une fois que ceci est fait, on peut reprendre notre contrôleur et on le réactive en remettant la variable enable à true. De cette manière, les frames pendant le déplacement, ici pendant la téléportation, ne seront pas effectués sur l'update ici. L'update ici ne tournera pas à partir du moment où on aura désactivé enable, on n'aura plus aucun update, donc on va pouvoir transformer la position, changer la vélocité, et là on le réactive. Et à ce moment-là, on va pouvoir re-rentrer dans le mouvement et reprendre là où on en était. On récupère donc la direction dans laquelle on veut aller, on fait les calculs de vélocité, etc. Et en fait, on va, à ce moment-là, quand on va recommencer les calculs, ça sera à partir de la nouvelle position que nous avons donnée ici en paramètres. Donc tout va fonctionner parfaitement bien. Voilà. Donc ça, c'est pour pouvoir téléporter le joueur. Ensuite, on va faire un nouveau script ici. Parce qu'on ne va pas réutiliser Player Trigger, parce que Player Trigger, c'est un bon component qui nous permet de savoir quand est-ce que le joueur a traversé un endroit. On ne veut pas que le component fasse plusieurs choses en même temps. Donc on va créer en fait un Player Teleporter. Donc nouveau script ici, hein, je rappelle, clic droit, create, mono behavior script, voilà. Donc player teleporter, une fois qu'il est créé, on l'ouvre, on peut supprimer tout ce qu'il y a dedans, et là, on va juste lui donner quasiment la même chose que dans player trigger, c'est-à-dire une variable publique vector3 pour stocker la position de téléportation. On va l'appeler d'ailleurs teleport position, voilà. Et ensuite, on va juste récupérer le onTriggerHunter. On va récupérer onTriggerHunter. Voilà. Parce que c'est la seule chose qu'on a besoin. On n'a pas besoin de savoir quand est-ce que si le joueur reste à l'intérieur ou s'il quitte le trigger. C'est dès que le joueur va rentrer dans le trigger de notre player téléporteur, on veut téléporter le joueur. Pour savoir si c'est un joueur. Dans Player Trigger ici, quand Unity va appeler onTriggerHunter, il nous donne juste Collider Other ici. Et on ne fait rien d'autre. D'ailleurs, on ne l'évalue même pas en fait, cette variable-là, parce que nous, on travaille seulement avec l'objet target que nous avons donné dans les paramètres de notre component. Or, dans Player Teleporter, on va travailler avec le joueur. On veut être certain que ce soit le joueur qui soit téléporté et pas n'importe quelle entité ou un simple objet physique qui aurait roulé ou bougé jusque-là et qui soit téléporté. On pourrait,
on pourrait, mais nous faisons un script qui s'appelle player téléporteur, alors auquel cas on veut qu'il ne téléporte que le joueur. Sinon, on aurait pu faire object téléporteur et ignorer ce qu'on fait ça et juste téléporter n'importe quel objet qui traverse. Mais on va faire un player téléporteur pour pouvoir vous montrer comment on fait pour savoir, en fait, pour comparer des objets, être certain qu'un objet soit, ou en tout cas possède un component avec lequel on veut travailler. Donc pour ça, on va faire une variable ici directement dans onTriggerHunter, donc qui sera du type playerController, parce que on veut récupérer le playerController ici pour pouvoir appeler la méthode teleport_player. Donc on crée une variable playerController que nous appelons playerController tout simplement, et ça va être égal à Other. Donc Other, c'est notre collider. Collider, c'est un component qui existe donc sur un game. C'est un component monobehavior. Il existe donc sur un game object. De cette manière, Other, on peut appeler la méthode getComponent. Méthode getComponent qui va vérifier sur le game object si, si un component est présent. Dans notre cas, on veut lui demander, alors il faut lui écrire ici entre les deux crochets, avant euh, et non pas dans les paramètres. C'est ce qu'on appelle une fonction template. On verra beaucoup plus tard à quoi ça correspond. C'est extrêmement efficace, mais il faut comprendre beaucoup d'éléments, notamment tout ce qui est question d'héritage, polymorphisme d'héritage, etc. C'est vraiment du code pur. On fera un épisode strictement dédié à ça. Pour l'instant, voilà, il faut juste savoir que player component, il faut donner le type du component que l'on souhaite récupérer entre les crochets avant les parenthèses. C'est voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc là, nous allons appeler la méthode getComponent de Other pour essayer de récupérer. En fait, on va essayer de récupérer playerController. Si la récupération réussit, ça veut dire que playerController aura l'instance de notre playerController ici. Donc, on va pouvoir tester est-ce qu'elle est différente de nul. Parce que s'il n'a pas réussi à récupérer un component de type player controller ici, notre variable player_controller sera initialisée à nul. Donc, on va tester si notre variable player_controller a une valeur différente de nul. Si c'est le cas, on peut donc travailler avec l'instance de player_controller et lui demander de téléporter le joueur à la teleport position, ici, tout simplement. C'est tout ce que nous avons à faire. Et donc, pour imager mes propos, dans notre player ici, quand le joueur en fait traverse, ça en fait, le joueur ici sera notre other dans le cas du onTriggerHunter. Quand le joueur va traverser ici, on va détecter son collider. Alors, ça sera le caractère contrôleur ici, qui en fait est un genre de super collider d'un point de vue Unity. Et on va détecter ça. Et donc, Other sera notre caractère contrôleur ici. Et quand on va faire getComponent, Unity va se mettre au niveau du caractère contrôleur et parcourir tout notre objet pour regarder s'il a un component de type player_controller ici. Si le component était dans un enfant ou un parent, ça ne marcherait pas. Mais ça, c'est un cas particulier qu'on verra une autre fois. Ici, on sait que player_controller est directement au même niveau. Il est sur le même game object qui s'appelle player. Il n'est pas dans un enfant de player, il n'est pas dans le parent de player, il est sur player. Donc, on sait qu'on peut faire un getComponent player_controller. Voilà. On va tester ça. On va choisir notre player trigger. On va lui retirer le script player trigger. On n'en a plus besoin. Il y a peu de chances qu'on le réutilise pour l'instant. Et on va lui donner du coup player téléporteur. Et on va lui laisser la téléporter en position 0, 0, 0. Ça suffira amplement. On vérifie bien qu'on a un box collider qui a bien la case isTrigger de cocher pour qu'on puisse traverser l'objet. Et notre player ici n'a besoin de rien d'autre. On va pouvoir cliquer sur Game, hop, on lance la simulation. Et maintenant, si je m'avance ici, voilà, à peine rentré, je suis retéléporté au centre. Voilà.
Et si je suis en train de tomber pendant Vous voyez, si je saute, quand je réapparais, je ne suis pas en train de tomber, je ne suis pas en train de sauter, je suis bien à même le sol, exactement en 0,0, parce que nous avons annulé la vélocité au moment de la téléportation. Voilà. Donc jusqu'ici, c'est pas très utile de pouvoir faire ça parce que, à part être frustrant dans un jeu de platformer un peu hardcore où on met des petits pièges par-ci par-là, ça n'a pas grande utilité. Par contre, il y a un cas très pratique de ça, c'est ce qu'on va faire ensemble tout de suite. Vous pouvez dézoomer beaucoup dans votre scène parce on va avoir besoin de visualiser de loin. On va faire un nouvel objet ici. Donc dans Sample Scene, clic droit, on crée encore un empty parce que on n'a pas besoin de quoi que ce soit pour l'instant dessus, et on va l'appeler Killzone par exemple. Killzone ici, on va la remettre en 0, 0. Voilà, donc là notre objet est au centre de la scène et on va le descendre. Par exemple, on va le mettre à -50 sous la map. On va lui ajouter un box collider en trigger pour savoir quand est-ce que le joueur le traverse. Et ce box collider, on va pouvoir lui donner une très grande distance. Un truc du genre 200 par 200. Voilà. Vous voyez, il englobe bien la plateforme. Si on saute de la plateforme, on ne pourra pas sauter suffisamment loin pour passer à côté. Voilà. Et en fait, le principe de cette killzone, c'est qu'en lui donnant le script player teleporter, je vais juste mettre juste au-dessus, voilà, ce que je préfère. Grâce en fait à cette zone-là, en fait, dès que le joueur va trigger notre box collider ici, le script player teleporter va reset la position du joueur en 0, 0, 0. Voilà. Et donc, de cette manière, on va pouvoir en fait re-téléporter le joueur s'il tombe hors de la map. Donc c'est une petite sécurité, notamment si vous faites un genre de platformer où il y a du vide en dessous. Dès que le joueur tombe, il a le temps de chuter, mais dès qu'il traverse, voilà, vous voyez, j'ai à peine touché le component que j'ai été ramené en 0-0. Voilà. Donc là, on peut considérer par exemple que le joueur est mort, etc. Ça peut être, voilà, on peut faire plein de choses à ce moment-là. Mais du coup, voilà, on a une petite sécurité. Si le joueur tombe de la map, il est ramené au centre. Et comme ça ne brise pas, on va dire, la boucle de gameplay parce que sinon, il tombe de manière infinie. Voilà. Donc ça, c'est un des cas pratiques, sûrement un des cas les plus utilisés dans beaucoup de jeux, notamment des jeux d'aventure, avec des phases de platforming. Ça va vraiment être de pouvoir téléporter le joueur dès qu'il tombe à un endroit. On peut en profiter d'ailleurs pour appeler par exemple un écran qui va afficher Game Over, ou alors lui retirer de la vie. Enfin voilà, il y a énormément d'actions qui peuvent être faites à ce moment-là, mais nous, on va juste faire la téléportation du joueur ici. Voilà. Ensuite, nous allons voir un deuxième cas pratique avec les GameObjects, enfin avec les triggers, ça va être le pick-up d'un objet. Alors, juste avant de finir Killzone, on va le déplacer dans l'objet Game ici, pour que ça reste accroché, que ça reste voilà, trié dans tout ce qui fait le jeu, on va dire. Du coup, on a bien le ground, la lumière hein, qui représente le soleil dans la scène, le global volume, ça c'est pour tout ce qui est post-process, et du coup la kill zone pour téléporter le joueur dès qu'il tombe hors de la map. Voilà. On va ensuite ajouter en fait la possibilité au joueur de ramasser des objets. Pour ramasser un objet, une des solutions, c'est de détecter quand il rentre dans une sphère et à ce moment-là de faire une action dessus. Pour cela, en fait, dans notre player ici, on va accrocher une sphère qui va analyser tout ce qui rentre dans elle-même et pouvoir réaliser une action dessus à ce moment-là. Pour cela, on ne va pas l'ajouter de plus dans le script player, parce qu'au bout d'un moment, ça va commencer à être illisible. On va se permettre de créer un enfant à player, donc on clique droit sur player, create empty une fois de plus, parce qu'on n'a pas besoin de tous les composants de base qu'Unity va nous rajouter, et on va l'appeler pickup, pickup sphere. Voilà. Donc pickup sphere ici, elle est enfant du joueur. Ce qui veut dire que quand le joueur va se déplacer, pickup sphere va se déplacer aussi. Sur pickup sphere, on lui ajoute une sphère collider. Voilà. On pense toujours à bien cocher la case trigger, sinon elle va juste pousser les objets. Et on va augmenter son radius à 1 pour pour qu'on ait un peu plus de, on va dire, de distance pour ramasser les objets.
Donc quand je clique sur Player, vous voyez bien que maintenant on a une boule qui est bien accrochée en fait, au pied ici du joueur, et si je déplace le joueur, vous voyez que la boule en fait est déplacée. Là c'est bien le component Player ici que je bouge, vous voyez, là sa valeur dans le transform change. Dans PickUpSphere, sa valeur n'a pas changé parce que là c'est la valeur locale de PickUpSphere qui appartient du coup à Player. C'est un enfant de Player. Player est le parent de PickUpSphere. Et donc sa position relative à son parent, c'est bien 0, 0, 0, c'est le point d'origine de Player. Voilà. Donc grâce à ça, notre sphère va suivre partout les déplacements du joueur. Donc sur notre sphère, on va pouvoir ajouter un component. Sur ce component, on va le créer, donc create monobehavior, et on va l'appeler player pickup. Voilà, player pickup. Une fois qu'il est créé, on double-clique. Et dans ce component, on va supprimer les méthodes de base. On va juste récupérer onTriggerHunter. Pardon. On va récupérer onTriggerHunter. Voilà. Et on ne va rien faire de plus parce qu'il nous manque un autre component, c'est le pickup. On va réutiliser en fait à peu près la même chose, pas que player trigger. D'ailleurs, on peut fermer player trigger, il y a peu de chances qu'on le réutilise. Object translator, pareil. On va juste, voilà, player teleporter. En fait, on va refaire exactement le même système sans comparer pour savoir si c'est un player controller, mais pour checker si c'est un autre component en fait. Donc, on va de ce pas créer un nouveau component parce qu'il faut savoir qu'est-ce qui est ramassable et pas ramassable globalement. Et là, on ne va pas tester avec un recast. On aurait pu, c'est ce qu'on va voir d'ailleurs tout à l'heure en fin d'épisode, nous allons voir pour ramasser un objet en le visant directement. Et dans ces cas-là, on utilisera le layer pour savoir si oui ou non c'est un objet avec lequel on peut interagir. Là, sur le pickup, on va faire le même système. On va créer un nouveau script ici, monobehavior, qu'on va appeler, par exemple, coin. Euh, coin object, parce que c'est un objet. Il ne va pas faire grand chose de plus. Donc coin object, une fois créé, vous l'ouvrez. Et dedans, on ne va pas faire grand chose parce que pour l'instant, on n'a rien à en faire. On va, euh, on va juste créer un int ici. Public pour l'instant, on s'en fout. Int value, parce que c'est une pièce. Voilà, on veut qu'elle ait une certaine valeur. Et donc, une fois l'objet créé, le component créé qui s'appelle coin object, là à ce moment-là, on va pouvoir finir player pickup. Donc player pickup, il va vouloir récupérer un coin object. Donc on crée une variable de type coin object qu'on va appeler coin tout simplement et qui va être égal, je vous le donne en mille, à other.getComponent coin object. Voilà. On va tester si nous avons bien ce coin. Donc est-ce que la valeur de coin est différente de la valeur nulle? Si c'est le cas, on va faire plus tard certaines choses, récupérer la valeur du coin ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, non, destroy coin, mais pas juste coin, parce que là, si vous faites ça, vous allez détruire le component qu'on a récupéré, l'instance du component qu'on a récupéré qui est sur Other, et ça va supprimer le component du GameObject sans détruire le GameObject. Donc pour détruire le GameObject, on est sur coin, qui est un component monobehavior, donc il appartient à un GameObject, donc on peut appeler GameObject. Voilà. Et donc là, de cette manière, on va bien détruire le GameObject. C'est ce que nous avions fait dans Player Action ici. Quand on clique sur Interact, si le player view is looking, on destroy player view current target. Ça, c'est ce qu'on avait fait dans l'épisode précédent. Là, c'est exactement la même chose ici. Dans player pickup, si c'est bien un coin qui rentre dans notre sphère, on va directement le détruire. Donc, nous avons nos deux components. On va pouvoir les ajouter là où il faut. Le premier, sur notre pickup sphère, on va pouvoir lui donner player pickup. Hop, je le remets au-dessus du collider. Voilà. Et ensuite, on va créer un autre objet, par exemple un objet 3D cylinder qu'on va appeler coin, tout simplement. Hop, on va le bouger. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'avais dit, en appuyant sur F, vous allez pouvoir focus un objet dans la scène Unity. Voilà, donc n'hésitez pas, quand vous êtes loin comme ça d'un objet, vous pouvez appuyer sur F, ça ramène directement la caméra dessus.
Et donc, notre objet ici, nous allons pouvoir retirer la capsule collider pour l'espace d'un instant et on va le rescale à 0,01 ici et 0,1, 0,1. Voilà. Donc ça crée un tout petit coin, c'est vrai qu'il est pas épais. Et on va lui ajouter dessus, alors, comme on l'avait dit, pour qu'il y ait collision physique, d'un point de vue calcul sur le moteur physique, pour qu'il y ait collision, il faut qu'un des deux objets, ou les deux objets, mais au moins un des deux objets, possède un rigid body. Dans notre cas, il le faut sur la pièce. Et après ce rigid body, on va lui donner un cube collider, pardon, un box collider, voilà. On n'a pas besoin d'avoir un collider rond, c'est pas grave hein, qu'il soit en carré ici, puisqu'on est vraiment sur un petit objet qui va être posé à même le sol. On n'a vraiment pas besoin d'avoir un collider plus affiné que ça sur sa forme. Donc je me permets d'ailleurs de réorganiser la liste des components, voilà, donc on a la box, on a le rigid body, et on va lui ajouter donc le script que nous avons créé, coin object, parce que c'est un objet de type coin, voilà, tout simplement. La value, on va la mettre à 1, même si pour l'instant ça ne nous sert pas trop, et on va dupliquer cet objet pour en créer 3-4 autour de lui. Donc CTRL D, ça crée un deuxième objet. Vous voyez qu'on a un deuxième objet dans la scène. Là, je peux le déplacer. CTRL D, j'en déplace encore un autre. CTRL D, j'en déplace encore un autre. Encore un autre. Voilà. Vous pouvez en mettre 3-4 ici. Vous voyez qu'on en a, voilà, on en a plusieurs. Voilà. Et donc, hop, on peut les laisser flotter au-dessus du sol, c'est pas grave, parce que je rappelle, ils ont un rigid body. Dans le rigid body, on a bien la case Use Gravity de cocher, donc ils vont tomber directement au sol par rapport à la gravité. Voilà. Donc, tout ceci est prêt. On a bien notre Sphere Collider qui est trigger ici. On a bien le script player pickup. Et tous nos coins ont bien le component coin et un rigid body. Donc, on va pouvoir tester. Si on clique sur play, nous avons donc, on est avec notre joueur. Et donc, si j'avance vers les coins, je vais avancer petit à petit. Hop, regardez, on a mangé un premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Voilà, on les a tous mangés. On voit bien que dans la hiérarchie, ici, nous n'avons plus les objets coins. Ils ont bien été détruits. On ne les voit plus dans la scène. Voilà, et on voit bien que voilà, main se déplace, enfin notre player se déplace et la pick-a-sphere suit bien la position du joueur. Voilà. Donc de cette manière, on peut de cette manière, quand un collider est accroché en enfant du joueur, etc., et qui est trigger, on peut récupérer les events on trigger hunter, etc., sur cet objet pour évaluer une quelconque action. Voilà, ce qui permet dans notre cas de ramasser les objets qui sont autour du joueur. Il y a plein d'autres solutions pour faire ça. C'est une des solutions avec lesquelles on peut ramasser des objets, différents objets, des power-up, plein de choses. Voilà. Maintenant que ceci est fait, nous allons passer au cas pratique avec les recasts. Pour cela, on a très peu de changements à faire, parce qu'on a déjà beaucoup de choses qui existent de par ce qu'on a fait sur les précédents épisodes. On va retourner donc dans notre player, dans nos scripts ici. Je vais changer, d'ailleurs je vous rappelle ici, le petit slider que vous avez vous permet, si vous le mettez à fond à gauche, de passer en mode liste ici. C'est souvent un peu plus pratique pour lire notamment les noms de scripts. Donc on va ouvrir Player Pickup que nous venons de faire et nous allons faire un tout petit changement. Alors non, pas Player Pickup, autant pour moi. C'est pas ce script qu'il nous faut, c'est Coin Object. Voilà. Coin Object, on va lui laisser en fait, on va le laisser se manager tout seul. Dans notre script ici, Player Pickup, c'est Player Pickup qui vient supprimer l'objet. Mais ça, d'un point de vue code, enfin d'un point de vue logique de code, c'est pas toujours bien que ce soit un objet externe qui prend les décisions de vie de l'autre objet en fait. C'est pas vraiment à un objet extérieur de décider si oui ou non il doit être détruit. C'est plus confortable d'un point de vue philosophie de code que ce soit l'objet en lui-même qui dit ok, j'ai terminé tout ce que j'avais à faire, maintenant je suis libre pour me détruire. C'est plutôt ce qu'on va faire ça. Parce que notamment, on va vouloir que Coin, à un moment donné, notamment, je spoil, mais dans le prochain épisode, on va vouloir que Coin enregistre, enfin, on va vouloir incrémenter
les coins qu'on ramasse. Dans un inventaire basique pour notre joueur, on va vouloir qu'à chaque fois qu'il ramasse une pièce, on gagne plus une pièce. Ou en tout cas, plus, au moins plus la valeur de la pièce ramassée. Donc on va faire une petite méthode publique qu'on va appeler pickup, tout simplement, sans rien, pardon, public void pickup. Voilà, tout simplement. Pas player pickup, pickup. Des fois, l'autocomplétion de Visual Studio est un peu, elle en fait un peu à sa tête, mais c'est pas grave. Donc, public void pickup, et on va lui passer en paramètre, pour l'instant juste GameObject player, même plutôt user. Voilà, on va lui donner en paramètre l'objet qu'il a ramassé, pour qu'ensuite, plus tard, dans cette méthode pickup, notre objet coin va pouvoir faire plusieurs actions. C'est vérifier qui est en train de le ramasser, s'ajouter à son inventaire, faire plein de choses. Jouer un son, par exemple, ce genre de choses. Et une fois qu'il aura terminé son exécution, il va pouvoir cette fois-ci se destroy en donnant en paramètre directement son propre GameObject. Voilà. Là, à ce moment-là, on sait, voilà, on va valider plusieurs choses. Et on sait que voilà, à ce moment-là, on est libre de pouvoir se détruire parce que voilà, Pickup a fait tout ce qu'on voulait faire. Et donc, player pickup ici ne va plus appeler destroy GameObject, mais il va appeler coin.pickup, tout simplement. Voilà. Et on va lui donner notre GameObject à nous. Voilà, pour lui dire, hey, c'est cet objet-là qui est en train de te ramasser. Et c'est rien, on fait rien de plus. On ne sait pas à nous d'évaluer est-ce que c'est un coin et enfin, on évalue si c'est un coin. Bon, d'ailleurs, on verra dans un autre épisode qu'on ne va plus utiliser coin object, mais un type beaucoup plus généraliste. On va faire un épisode dédié sur ça et sur l'héritage pour bien comprendre qu'on peut faire des objets pick-up et que ça peut être des coins, des power-ups, de la santé, des dégâts, plein de choses en fait et qui vont être tous généralisés sur un seul objet. Vous allez voir, c'est ce qu'on appelle l'héritage et le polymorphisme d'héritage. On fera un épisode dédié dessus. Ça va être super sympa. Donc, maintenant qu'on a maintenant qu'on a fait nos petites modifications sur le player pickup, on va pouvoir les ajouter ici sur player action. Player action, on revient, donc on se rappelle, quand on appuie sur la touche E, Unity va trigger cet événement-là. Started ici, c'est un event. C'est une action sur Unity, ils appellent ça une action. Et quand cette action est trigger par Unity, on va appeler toutes les méthodes qu'on lui a ajoutées à sa liste. C'est le plus égal ici, on ajoute interact à la liste des méthodes à appeler quand l'événement est déclenché. Et donc Unity va appeler onInteract ici en nous donnant donc le contexte dans lequel ça a été fait. Et donc nous, directement ici, on vérifie est-ce que PlayerView est en train de voir quelque chose. Si c'est le cas, quand on appuie sur E, on va faire quelque chose. Donc, quand on appuie sur E, onInteract est appelé. Est-ce que le joueur est en train de voir? Oui. Et nous, pour l'instant, on faisait directement une destruction de l'objet. Et à ce moment-là, on va pouvoir refaire ce qu'on avait fait tout à l'heure. CoinObject, coin, est égal à PlayerView. Donc là, on interroge notre vue. Et cette fois-ci, on ne fait pas un getComponent sur PlayerView, c'est pas du tout le cas. C'est PlayerView et sur le player, c'est pas là qu'on veut tester. Non, on va récupérer la cible que le PlayerView est actuellement en train d'observer. Et c'est sur cette cible qu'on va essayer de récupérer un objet de type CoinObject. Et c'est à ce moment-là, si coin est différent de nul, qu'on va pouvoir appeler coin.pickup. Et c'est tout ce qu'on va faire. C'est vraiment, on n'a pas besoin de faire plus que ça pour permettre aux joueurs de ramasser un objet grâce à l'interaction. Tout existe déjà dans le code. Nous avons une méthode pickup qu'on peut appeler depuis n'importe où, que ce soit depuis un trigger hunter ou un recast. Notre système de recast fonctionne quoi qu'il arrive. Si on retourne dans Player View is looking, dans Update View,
On a notre recast, notre rayon qui est calculé, qui est tiré grâce à physique.recast, on tire notre rayon, on vient récupérer ici qu'est-ce qu'il a touché, on vérifie bien, est-ce qu'il a touché quelque chose, dans quoi on le met, on affiche d'ailleurs notre rayon soit en vert, soit en rouge si on n'a rien touché, on met en place, on assigne bien les valeurs, les bonnes valeurs aux bonnes variables au bon moment. Ça tourne constamment, quoi qu'il arrive. Et ça récupère un GameObject. Peu importe les components présents dessus, PlayerView travaille avec son GameObject. Et donc nous, après, dans PlayerAction, c'est à ce moment-là qu'on peut venir tester. Est-ce que c'est un CoinObject? Est-ce que plus tard, ça sera un objet de type porte? Est-ce que ça sera un objet de type coffre? Ce genre de choses. Et au cas par cas, décider d'une action différente. Donc là ici, tout ce qu'on a à faire, c'est ça. On évalue si la target qu'on est en train de voir possède le component CoinObject. Si elle le possède, alors on appelle pickup. C'est ce qu'on veut faire avec les objets qui possèdent le component CoinObject. La seule différence qu'il va falloir faire, le petit rajout qu'il va falloir faire, c'est qu'ici, on va devoir changer le layer pour lui donner le layer interact, tout simplement. Maintenant qu'ils sont tous sur Interact, on va pouvoir aller tester ça. On va tester d'ailleurs, on va tester une première chose, c'est de bien valider que pour l'instant, on peut toujours les ramasser en passant dessus. Voilà, on a bien vu ici, je les ai tous ramassés, il n'y a plus rien. Ils ont tous disparu de notre liste ici, de notre hiérarchie de scènes. Donc ça, c'est validé. On va éviter de se garder les deux comportements en même temps parce qu'ils vont là, enfin, on pourra les garder si plus tard on considère que les pièces ne peuvent être ramassées que par le trigger et le reste, le système de recast et d'interaction avec eux, c'est pour les portes, les choses comme ça. Mais ça, c'est un choix de design que nous ferons plus tard dans le tutoriel. Pour les désactiver, on va directement désactiver l'objet, le GameObject PickUpSphere. Ça revient en fait à tout désactiver ici, sauf que là c'est directement notre objet. D'ailleurs, vous voyez, si je sélectionne, on ne voit plus la grosse boule verte au pied du joueur parce que le component, le GameObject, tout le GameObject est désactivé. Il n'aura pas d'initialisation, il n'aura pas d'update, il n'aura pas de destroy, il n'aura rien. L'objet est inactif, il est complètement ignoré par Unity. Et si on lance la simulation, on voit que cette fois-ci, voilà, je peux passer sur les pièces, rien ne se passe. Par contre, regardez, là j'essaie de regarder les pièces, mais c'est là, bon, j'arrive à peu près à les placer au bord de l'écran, mais c'est pas très pratique. Quand j'arrive à peu près, voilà, quand je suis à peu près au milieu de l'écran, quand j'appuie sur E, on voit que les pièces se ramassent au cas par cas. Voilà, celle-là c'est galère. Bon, vous voyez que là c'est sympa, mais il nous faudrait une petite peut-être croix au milieu de l'écran. Et on va faire ça de suite. Toujours dans notre sample scene ici, clic droit, on va créer dans UI, enfin UI, une image. Donc là, Unity nous génère plusieurs choses. Un canevas ici, donc c'est ce qui lui permet de gérer l'interface. Il nous ajoute un component image ici, donc il va afficher une image sur l'écran. Il nous ajoute aussi un event system qui permet de gérer les inputs au sein de lui. Donc tout ça, on verra ça en détail la semaine prochaine quand on touchera un peu plus à lui. Nous, pour l'instant, on va se concentrer donc sur le component image, qui est par défaut un simple carré blanc et on va le garder comme ça parce que c'est très bien. On va le réduire en taille. On va pouvoir par exemple faire un truc en 10-10. Tout simplement, on va avoir un petit carré blanc ici et on peut choisir la couleur. Il n'y a pas besoin d'avoir une image, une source ici. On peut vraiment directement choisir la couleur, mettre du rouge, voilà, mettre un rose, mettre un vert. On va mettre un vert électrique. Même 10, c'est peut-être un peu beaucoup. On va faire du 5 par 5. Voilà, tout simplement. Et on va pouvoir tester. On va se mettre en grand comme ça, on voit bien correctement. Et voilà. Et donc, on a notre petit carré vert qui est au milieu de l'écran et qui me permet, quand je m'approche ici, en appuyant sur E, vous voyez, dès que le carré est sur le coin, quand j'appuie sur E, je le ramasse. Donc, c'est beaucoup plus pratique pour viser avec. Voilà. Et ça va être tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter sur ça, c'est déjà pas trop mal. On a vu donc comment une sphère, je vais la réactiver, comment une sphère avec un trigger hunter accroché au joueur peut interagir avec son environnement en ramassant des objets. On pourrait faire plein d'autres choses avec ça, mais c'est déjà pas mal.
Et on a vu comment, grâce au système de recast que nous avons fait, juste en ajoutant 2 lignes, on peut ramasser les objets directement. Et on verra du coup dans l'épisode prochain comment ces objets-là, quand ils sont ramassés, quelles actions ils peuvent faire, notamment incrémenter une valeur chez le joueur. Donc on va pouvoir créer un premier script qui va nous servir d'inventaire, dans lequel on va pouvoir stocker l'argent du joueur et peut-être aussi d'autres éléments plus tard. Par exemple, des potions de santé qui seront utilisables avec une touche, ce genre de choses. Donc on verra ça la semaine prochaine et on en profitera pour faire un UI avec peut-être au passage une crosshair un peu plus sympathique que juste cette croix de couleur. Et on va voir aussi voilà, comment afficher du texte en UI pour avoir visualisé en fait l'inventaire du joueur. Donc ça va juste être on va mettre une image, un texte et ça va changer à chaque fois qu'on va ramasser une pièce. Et on verra, on va peut-être aussi en profiter pour ajouter les stats de vie du joueur. On va juste faire une variable avec la santé, l'afficher en UI, ce genre de choses. Voilà. Donc, comme ça, l'épisode prochain, on va pouvoir commencer à avoir une interface utilisateur un tout petit peu plus sympathique, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir afficher des informations pour mieux comprendre le gameplay plus tard, et notamment du texte au moment des interactions. Afficher un petit message sous la croix avec marqué ramasser, ouvrir, fermer, fouiller, ce genre de choses. Voilà. Donc ça sera le sujet de l'épisode du prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de push ce que vous avez fait ici, notamment add pickup by recast, commit, tout simplement, on push, c'est la fin de session. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, continuez de vous intéresser aux technologies. On se retrouve vendredi prochain, même heure, même endroit, pour l'épisode 8 sur l'inventaire et un peu d'UI. Et puis voilà, gros bisous.